Voilà, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un grand secret, si ce n'est peut-être le plus grand secret de Lyon, les arêtes de poissons, un site qui commence de plus en plus à faire parler de lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le constater par différents romans qui sont écrits et qui prennent place dans les arêtes. Et les arêtes de poissons, il y a encore quelques années, c'était absolument inconnu. C'est un site qui remonte doucement à la surface et avec les souterrains, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'histoire peut petit à petit remonter à la surface. Moi, c'est ce que j'ai eu la chance de vivre et d'apporter à travers ce livre en rencontrant les arêtes de poissons un soir pendant une petite balade sur place. Alors bonsoir à tous, nous sommes donc au Salon du Livre à Chazé d'Azergues et nous sommes pour cette petite conférence impromptue. Ouais, impromptu tout à fait, avec Walid Nazim. Alors tu vas te présenter 2 secondes. Walid Nazim, auteur de l'énigme des arêtes de poissons, lyonnais depuis toujours et toujours intéressé par les mystères de cette ville, dont on sait beaucoup, parce qu'elle a quand même des archives qui remontent très loin, mais en même temps où on peut encore trouver des choses complètement inédites comme les arêtes. Voilà. Alors bien sûr, les arêtes, comment y es-tu rentré? Et bien sûr, la question qui va avec, c'est qu'est-ce que c'est précisément? Alors, l'élément principal des arêtes de poissons, c'est qu'on ne peut pas y rentrer en fait. C'est un site qui est interdit d'accès, comme l'ensemble des souterrains lyonnais. À Lyon, il y a une 50aine de kilomètres de réseaux souterrains, répartis en plusieurs petits réseaux distincts, principalement sous les collines. Et on a un véritable patrimoine dont les souterrains les plus anciens datent de l'Antiquité, les plus récents ont été faits il y a quelques années. Et tout ce monde souterrain, finalement, on le connaît depuis très peu de temps, puisqu'il remonte à la surface le 13 novembre 1930. Donc là, c'est un peu aussi un mois anniversaire d'un événement tragique, puisque la catastrophe de Fourvière, je ne m'attarderai pas trop dessus aujourd'hui, mais la catastrophe de Fourvière va amener la ville à découvrir tous ces souterrains qui ont été oubliés et en l'occurrence qui se remplissent d'eau quand ils sont oubliés. Et le 13 novembre 1930, en pleine nuit, à Saint-Jean, il y a tout un pan de bâtiments qui s'effondrent de la colline. Les gens sont ensevelis dans leur sommeil. Les pompiers interviennent, sont à leur tour ensevelis par une autre couche de glissement de terrain. Et c'est ce drame-là qui a amené la ville de Lyon à créer un service de recherche et de confortement des galeries souterraines. Et dans ce cadre, depuis 1930, il y a des galeries qui sont découvertes. Il y en a plein encore dont on ignore l'existence et qui seront à découvrir. Au milieu de tout ça, on y vient, les arêtes de poissons, qui est un site particulier parce que c'est pas un souterrain bâti en suivant les aléas du terrain par des hommes, je veux dire, dans une initiative individuelle pour aller chercher de l'eau. C'est vraiment un site qui a été fait sur plan, et un souterrain construit sur plan, c'est très rare. Alors les arêtes de poissons, elles doivent leur nom à ce plan très particulier, et c'est les ouvriers de la ville, quand ils découvrent ce site en 1959, qui vont, après en avoir dressé le plan, le baptiser les arêtes de poissons. Une galerie centrale qui s'étage depuis le Rhône et qui remonte en palier sous la colline jusqu'à son sommet. 16 paliers au total, à chacun des paliers un puits. Alors c'est des puits qui descendent jusqu'à 34 mètres de profondeur. Et donc on est à 30 mètres de profondeur sous la colline. Et là, donc, dans ces puits, on a des galeries latérales qui s'ouvrent, qui font toutes une trentaine de mètres de long. 32 galeries qui font 30 mètres de long sous cette colline. Des galeries magnifiques, parce que moi qui suis grande, par exemple, quand j'avance en souterrain, je suis souvent courbé. Dans les arêtes de poissons, c'est pas un souterrain creusé à l'économie. La plupart des galeries, elles sont creusées à hauteur d'homme, 1,70 m à peu près, largeur d'homme. Et les arêtes de poissons, c'est 1,90 m de large sur 2,20 m en moyenne de hauteur. Donc c'est extrêmement spacieux. C'est une maçonnerie qui a traversé les âges parfaitement intacte. On a de chaque côté 50 à 80 cm de murs, parfois 1 mètre de pierre entassée au-dessus de la voûte, donc des dimensions de creusement de 3 mètres par 3. Et c'est un chantier gigantesque sur lequel, parce que j'y viens en fait, moi quand je découvre les arêtes de poissons dans les années 2000, la première chose que je fais en sortant, c'est chercher un bouquin qui raconte l'histoire de ces galeries. Pas de livre, pas d'archives sur ces galeries avant leur découverte. Toutes les archives suite à la découverte évaporées également. Et puis aucune recherche universitaire sur un site complètement unique. Nulle part ailleurs dans le monde, on a des galeries qui ont cette structure-là. Et Lyon, qui est quand même un pôle universitaire, je me dis on devrait avoir des recherches qui ont été faites. Rien du tout. Et c'est dans ce cadre-là que moi je vais me pencher en pur autodidacte sur ce mystère.
Alors la grande question, c'est les datations, parce qu'on sait, ou je sais en tout cas parce que j'avais étudié, qu'on attribue ces galeries à un moment au néolithique, on ne sait pas exactement. Puis plus les recherches avancent, plus on s'approche du monde romain pour finalement avoir ce grand débat dont tu vas nous parler très rapidement. Grosse question pour les arêtes de poisson, enfin, c'est un point d'interrogation gigantesque, parce que l'énigme, moi j'ai appelé mon livre l'énigme des arêtes de poisson. Pourquoi ? Parce que l'énigme, on ne sait pas du tout à quoi ces galeries pouvaient servir. Cette forme-là, elle n'existe pas ailleurs, donc elle pose question. On est à 30 mètres de profondeur, c'est quand même très rarement vu, et des galeries parfaitement maçonnées. Alors, à quoi est-ce qu'elles servaient ? Ça, c'est une première question. Ensuite, de quand est-ce qu'elles datent ? On n'en sait rien. Et quand je dis qu'on n'en sait rien, c'est que, alors néolithique, j'avais jamais entendu cette possibilité évoquée, mais au départ, c'était plus 18e, 19e siècle, c'était d'anciennes galeries militaires. Une hypothèse qui tient absolument pas. Et cette datation, elle a été reculée au XVIe siècle, en 2008, à l'occasion de la première étude archéologique faite sur les arêtes. Il faut bien comprendre, ça veut dire que la première étude archéologique faite sur ce site, elle est faite un demi-siècle après la découverte. Tout ce qui était dedans a disparu. Les galeries, aujourd'hui, elles sont toutes propres. On dirait que l'aspirateur a été passé dedans. Mais qu'ont trouvé les premiers hommes qui sont descendus dedans dans les années 60 ? Ça, c'est une grande part des interrogations que j'amène dans le livre. Et donc, cette datation, en 2008, elle passe du XVIIIe siècle au XVIe siècle. Et on considère à ce moment-là que les arêtes de poisson datent de la Renaissance. Or, aujourd'hui, ça depuis 2013, la datation a reculé à l'Antiquité et on considère que les arêtes de poisson ont 2000 ans. On parle donc d'un site unique d'abord de par sa structure, mais qui est aussi unique du fait qu'il a été daté à la fois de la Renaissance et de l'Antiquité. Et ça, c'est quand même très particulier, notamment dans une ville comme Lyon où la majorité des vestiges qu'on a gardés datent soit de la Renaissance, soit de l'Antiquité. Donc, pourquoi Antiquité par rapport à des carbone 14 réalisés dans les galeries. Et ces carbone 14, moi par exemple, je vais les contester tout de suite sur la base que c'est fait sur des morceaux de charbon qui sont prélevés dans le mortier des voûtes. Donc ces morceaux de charbon-là, la datation donne 2000 ans, entre moins 400 et 100 de notre ère, mais c'est les charbons qui sont datés, c'est pas le réseau lui-même. Donc est-ce que le réseau est si ancien ? Fondamentalement, je dirais qu'aujourd'hui, on a une fourchette entre l'Antiquité et le XVIe siècle où on est sûr et certain que le réseau a été fait. Mais ça reste encore sujet à beaucoup de questions. Alors bien sûr, c'est à quoi elle pouvait servir, surtout qu'il y a des grands puits qui descendent. Alors il y a des hypothèses effectivement sur des ascenseurs comme les Romains savaient les faire par exemple dans le Colisée. Pour descendre, on suppose effectivement une caserne militaire, on suppose aussi des galeries pour stocker des vivres. Ça, il y a énormément d'hypothèses. Et donc bien sûr, quelles sont les tiennes ? Alors, les hypothèses, effectivement, au départ, on pensait que c'était un souterrain militaire. C'est ce qui se disait, moi, à l'époque où je commençais à étudier ça. Et donc, pour stocker des armes, des munitions, de la poudre. On stocker à 30 mètres de profondeur dans un contexte pareil, c'est stocker quelque chose qui ne va pas du tout être facilement accessible. On ne sait pas si, à chaque niveau d'arête, on avait un puits qui remontait à la surface. Donc, pour les ascenseurs, ça pose question. Je dirais que nécessairement, on est sur un réseau de stockage. On a voulu stocker quelque chose. Pourquoi stocker à cette profondeur-là ? Alors, l'époque, ça permettrait aussi d'avoir une réponse. Imaginez des ascenseurs tous les 4,50 m, ça ferait un puits qui remonte à la surface tous les 4,50 m. La grosse question des arêtes, c'est comment ça se fait que ce site est découvert en 1959 et pas avant, qu'on n'en ait aucune mention nulle part dans les archives. Ça, en soi, c'est assez extraordinaire aussi. On a donc des galeries latérales qui s'ouvrent, les fameuses arêtes, et moi, toute mon hypothèse que j'ai construite dans l'énigme des arêtes de poisson, c'est que ces galeries étaient murées, et qu'en fait, les arêtes de poisson, on y a stocké quelque chose, on a fermé les arêtes, et c'est la raison pour laquelle on n'a aucune mention dans les archives de ces galeries. Quand j'ai visité les arêtes justement avec le service archéologique de la ville de Lyon, qui avait une sortie au niveau du fleuve, ou une entrée d'ailleurs, on ne sait pas, pour ces vivres, ces denrées stockées. Qu'est-ce que t'en dis toi de ça ? Ok, alors cette hypothèse, effectivement, de la... L'hypothèse de, finalement, où vont ces arêtes ? Comment est-ce qu'on y accède ? Et c'est vrai qu'elle démarre sous le quai, donc on a 2 paires d'arêtes, encore 2 paires d'arêtes, puis 3 paires d'arêtes, et encore 9 paires d'arêtes. Et ça se décale comme ça en remontant sur ces paliers.
Donc au niveau du Rhône, est-ce qu'on a une sortie? En réalité, non, on n'a pas de débouché sur le Rhône, on a un débouché sur 2 galeries souterraines qui partent depuis les arêtes de Poisson en direction Miribel, donc à 15 km de Lyon. Hein. Et là, ces 2 galeries parallèles qui partagent le même mur central, on observe les mêmes dimensions et la même pierre rouge caractéristique du réseau. Parce que je n'ai pas mentionné les arêtes de Poisson, une grosse part de l'énigme, c'est que la pierre qui maçonne toutes ces galeries, c'est une pierre rouge. Alors vous connaissez la pierre des Monts d'Or, hein, calcaire jaune. Plus on va remonter vers le nord, plus ce calcaire va se charger en oxyde de fer et prendre une teinte rougeâtre. Et quand on arrive au nord du Beaujolais jusqu'au sud du Mâconnais, on a une zone entre 50 et 80 km de Lyon où on trouve cette pierre. Et on l'a ramenée depuis le nord du Beaujolais jusqu'à Lyon. Et on n'a rien à Lyon, en sous-sol ou en surface, qui soit construit avec cette pierre. Les seules structures qu'on a, c'est ces arêtes de Poisson et les sarrasinières dont je vous parlais, dont il reste aujourd'hui que quelques vestiges. Et l'idée, en fait, c'est qu'on accédait aux arêtes de Poisson depuis Miribel par 2 galeries parallèles qui suivaient le Rhône. Et alors, on arrive dans les arêtes. De l'autre côté, quand on est tout en haut, de la même manière, on a une galerie qui va nous conduire sur 2 galeries parallèles qui s'enfoncent sous la colline sans qu'on sache jusqu'où elles allaient. L'exploration n'a pas été faite entièrement. Alors à un moment, on a cru avoir trouvé le Graal. J'aime bien le truc. Parce qu'on a trouvé en fait un soldat romain qui avait été, ses ossements en tout cas, qui était au fond d'un puits. Et on s'est dit, c'est forcément ça date de ce moment-là, sauf que, en fait, visiblement, ça date d'une période des guerres civiles des premiers siècles après Jésus-Christ. Et est-ce que tu en as connaissance et qu'est-ce que tu en dirais, toi, de cet épisode-là? Ouais, intéressant. Le légionnaire romain qui a été trouvé rue des Fantasques dans les années 50, avant même la découverte des arêtes. Et donc un squelette de légionnaire, on n'a plus le squelette, mais si vous allez au musée gallo-romain de Fourvière, vous pourrez voir ses armes. Et donc effectivement, l'hypothèse serait que ce squelette était dans un des puits des arêtes de Poisson. Moi, j'y adhère pas trop dans la mesure où l'altitude où il est trouvé dans le sol, c'est vraiment le même niveau que la rue des Fantasques qui se trouve au-dessus des arêtes. Et donc, finalement, on n'est pas sûr que, en tout cas, ce squelette n'a pas été trouvé dans les arêtes elles-mêmes. Mais puisqu'on parle d'ossements humains et des arêtes, un des premiers documents que j'ai trouvé aux archives municipales de Lyon, qui est le document d'ailleurs qui situe la découverte des arêtes en février 59, dans ce document, on peut lire que 4 à 5 mètres cubes d'ossements humains, crâne, tibia, côte, etc., étaient stockés dans l'une des galeries. Alors ça, c'est assez fantastique en soi, parce que 5 mètres cubes d'ossements, ça fait entre 200 et 400 Ça fait les catacombes à Paris, presque. On pourrait penser aux catacombes, sauf que là, c'est vrai qu'on est à 30 mètres de profondeur. Ces ossements n'ont pas été jetés depuis un puits, ils sont stockés dans une galerie. Et alors, on a ce rapport, mais on ne sait pas ce que sont devenus ces ossements. Ils n'ont jamais été analysés, jamais datés. Et il y a cette dimension aussi avec les arêtes de drame archéologique, parce qu'on serait penché dessus dans les années 60. Il y a plein d'éléments qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on aurait pu savoir. Tout ce qui a été trouvé dans les arêtes, à ma connaissance, 5 mètres cubes d'ossements humains. Une demi-couronne de laurier en bronze, dorée à leur fin. Donc là, pareil, on est sur un objet antique, mais qui a été trouvé dans une arête pêle-mêle avec des objets modernes. Ce qui sous-entend que quand les ouvriers de la ville découvrent ces galeries, il y a quand même eu des visites assez récentes. Et selon certaines sources, il y aurait aussi des armes datant de la Résistance qui auraient été découvertes dans une des galeries. Mais ça, c'est pas attesté. Donc voilà, on sait finalement très peu de choses. Oui, et en même temps, on continue toujours l'urbex, c'est-à-dire l'exploration urbaine. Même si les galeries sont fermées, il y a toujours un moment où il y a des gens qui pénètrent parce que c'est toujours l'interdit. Et elles sont toujours visitées, mais dangereuses parce que ça reste sur la colline qui est quand même mouvante, à Croix-Rousse. Et ça reste quand même dangereux. Il faut spécifier quand même 2 secondes. Il faut spécifier quand même que se rendre dans les arêtes, il faut être extrêmement prudent dans la mesure où c'est plongé dans l'obscurité, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Hein, mais en tout cas, il n'y a pas d'éclairage. Donc il faut avoir son propre éclairage. Et il y a des puits de parfois plusieurs dizaines de mètres dans lesquels on peut tomber. Donc il faut quand même être très prudent. Alors, je dirais que c'est quand même moins dangereux que du ski de piste. Fondamentalement, tant qu'on respecte les règles de sécurité, il n'y a pas de raison de se blesser. On pourrait tout à fait demain faire un parcours de visite dans les arêtes.
L'élément, c'est qu'il y a quand même une véritable omerta autour de ce sujet dont personne ne voulait parler jusqu'à peu. Et ça, c'est en train de changer. Oui, et bon, ça commence, effectivement, il y a beaucoup d'études, dont l'école centrale, dont le service archéo, ça y est, les choses se mettent en place. Et effectivement, on aura des réponses, alors peut-être pas toutes, mais dans les années prochaines, je pense. La question, puisqu'on est au Salon du Livre, c'est comment tu en es arrivé à écrire un livre, et bien sûr, qui tu es. Parce que, on n'a pas parlé de ça. Qui t'es ? Alors moi, fondamentalement, je suis le type qui rentre dans les arêtes parce qu'il n'y a pas de lumière et qui se dit tiens, là j'ai un accès, je vais aller voir ce qu'il y a. Et j'arrive sur place, je ne sais pas du tout où je vais mettre les pieds. Et ma recherche, elle est purement alternative. Je suis ni historien ni archéologue. Je fais ça vraiment en autodidacte. Et au départ, moi, j'étais persuadé que ce sujet, j'allais trouver plein de documents, que plein d'archéologues allaient s'y intéresser et tout. En réalité, pas du tout. Il y avait un espèce de refus de chercher sur les arêtes. Et moi, j'ai mis à peu près 5 ans à écrire le bouquin. Au début, je pensais pas du tout faire un bouquin. Je suis tombé sur des documents et des plans aux archives municipales, notamment sur ces ossements humains et sur les premiers plans des arêtes. Et finalement, c'est une passion qui m'habite depuis toujours. Aujourd'hui, je fais que ça. Je m'occupe des arêtes. Je suis en train de préparer la suite de l'énigme des arêtes de poisson, un 2e tome. Je fais des visites de surface aussi du site parce que même si on ne peut pas aller dans les arêtes, qu'est-ce qu'il y a au-dessus et comment ça s'articule avec la surface, ça c'est super intéressant. Donc moi, n'ayant pas d'archives, je me suis intéressé à qui habite la colline au fil des siècles. Et n'ayant pas d'archives sur le sous-sol, je me suis intéressé aux archives de surface. C'est comme ça que j'en suis arrivé à des observations assez intéressantes, notamment au XVIIIe siècle, sur toute l'implantation de la franc-maçonnerie au-dessus des arêtes de poissons, où là, on a carrément Jean-Baptiste Villermoz, fondateur d'un régime écossais très connu en maçonnerie, qui s'installe au-dessus du site, et dans les actes notariés, qui sont disponibles aux archives municipales, on peut lire que la ville fait fermer à ses frais dans les plus brefs délais les souterrains compris en la prise en vente, de manière à laisser à M. Villermoz ceux qui sont dans son clos et qu'il se réserve. Donc on voit que avant même, on est là au XVIIIe siècle, qu'on entende parler des arêtes de poissons, il y a quand même des explorations souterraines qui se font. Avant Jean-Baptiste Villermoz, une communauté religieuse, les Collinettes, qui étaient des franciscaines, qui s'installent sur la colline et qui se mettent à la creuser également. Et aujourd'hui, on a tout plein de ramifications souterraines entre ces galeries creusées au XVIIIe siècle par des religieuses et puis les arêtes de poissons. Donc un parcours visiblement atypique, moi j'aime bien. Parcours complètement atypique, ouais. Et je me suis retrouvé finalement détenteur de ce livre, une enquête historique qui se lit comme un polar, mais où je voulais vraiment présenter, emmener avec moi le lecteur sur place finalement à partir des documents d'archives, des photos et faire en sorte que ce site, qui est dans l'inconscient collectif, puisque personne n'en parle, personne ne connaît, remonte et émerge dans la conscience collective pour voir ce qui en ressort. Merci Walid. Avec plaisir. Merci beaucoup.